Bonjour et bienvenue à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On devait être ensemble hier, mais bon, un petit pépin d'aviation en quelque sorte nous ramène à aujourd'hui. Alors écoutez, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Guillaume Long dans ce cycle qui l'inaugure d'ailleurs, Bandung 2.0. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Bandung était une grande conférence en 1955 qui s'est tenue réunissant les pays non alignés à l'époque, l'Inde, la Chine, etc., et qui voulait s'aligner ni sur les soviétiques ni sur les Américains. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, est-ce que c'est un Bandung 2.0? Il y a un point d'interrogation. Évidemment, on aura l'occasion d'en discuter avec notre invité. Alors, Guillaume est Senior Research Fellow au Center for Economic and Policy Research à Washington, dans le district de Columbia, pardon. Avant de rejoindre ce centre, Guillaume Long a exercé plusieurs fonctions dans le gouvernement équatorien, notamment ministre des Affaires étrangères, de la culture et du patrimoine et de la connaissance et du talent humain, ainsi que représentant permanent de l'Équateur auprès des Nations Unies à Genève. Guillaume Long est titulaire d'un doctorat à l'Université de Londres en politique internationale. Il enseigne également à Sciences Po à Paris et il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il va présenter pendant une heure, un peu moins, grosso modo, et suivra une période de questions. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Karim, Alexis et Thibault, en premier lieu, avec les personnes avec qui j'ai été en contact ces dernières semaines pour cette invitation. Merci au laboratoire de cyberjustice de la faculté de droit de l'Université de Montréal pour cette invitation. Merci, Karim, pour cette généreuse introduction. Je suis vraiment ravi d'être ici. C'est la première fois que je suis à Montréal. Donc, en plus, c'est une opportunité pour connaître cette ville merveilleuse. Vraiment très content d'être ici. Malheureusement, je suis désolé pour l'annulation d'hier. C'est quelque chose qui n'était pas sous mon contrôle. Voilà, mais enfin, on est ensemble et nous allons passer un moment à analyser ensemble cette chose qu'on appelle le Sud global et est-ce que ça existe? Mhm. Alors, je voudrais quand même préciser que le français n'est plus depuis longtemps ma première langue, donc depuis plusieurs décennies. Donc je cherche mes mots, je les écorche, j'en invente. Donc j'espère que vous pourrez me pardonner. Et puis une autre chose que je voudrais préciser avant de commencer, c'est que je voudrais quand même me situer dans ce débat. C'est un débat évidemment académique, mais j'ai évidemment un engagement politique et intellectuel avec le Sud global. Et même quand je le critique ou quand j'analyse ses succès ou ses erreurs, ses faiblesses, ses forces, c'est évidemment principalement, je dirais, au service de ce sud global. Voilà. Donc, parce que souvent on parle, beaucoup d'ailleurs en Europe, d'un sud global transactionnel qui se sert de cette rhétorique du sud global et de l'ancien tiers-mondisme pour obtenir des gains, qui sert d'une certaine manière du radicalisme pour obtenir des gains spécifiques avec les grandes puissances, qui jouent un peu de tout ça de façon hypocrite et non sincère pour obtenir des bénéfices, voilà, une sorte de chantage politique du Sud global. Donc, on peut faire ce diagnostic, mais si je fais ce diagnostic, ce n'est pas pour dénigrer le Sud global, c'est au contraire pour l'encourager à être plus soudé et à recourir à de l'action collective, puisqu'il me semble que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de l'action collective, un peu ce Bandung 2.0 dont vous parliez, qui est nécessaire à l'heure actuelle. Voilà, donc je me suis un peu situé politiquement dans ce débat académique, même si je suis très critique par rapport aux grandes absences du Sud global aujourd'hui. Il y a beaucoup de rhétorique et je vais essayer de vous convaincre de cela, très peu d'actions concrètes. Voilà, alors vous connaissez sans doute un peu l'histoire du tiers-mondisme dont on parlait, enfin, à laquelle on fait référence quand on parle de Bandung 2.0. Je ne sais pas si on utilise beaucoup le terme tiers-mondisme en français, mais Third Worldism en anglais est le terme qu'on utilisait. L'ancienne étiquette accolée à la solidarité de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Alors, il y a eu en effet, après la grande vague d'indépendance des années 50 et 60, vous le savez, un grand moment de solidarité de ce tiers-monde basé sur un diagnostic que l'indépendance
des pays d'Afrique et d'Asie, qui s'est réalisé dans les années 50 et 60, s'était soldé dans des souverainetés politiques, des souverainetés de jurés, je ne sais pas si on dit ça, vous êtes les avocats, de jurés en français, des jurés, mais pas vraiment des souverainetés de fait, et en particulier pas des souverainetés, pas de souveraineté économique. Donc ce diagnostic qui est fait, c'est-à-dire que de la colonie, on est sorti à une sorte de structure, surtout dans les échanges économiques, qui est une structure plutôt néocoloniale. Euh, on- de ce diagnostic, eh bien, on voit une montée en force du tiers-mondisme avec la conférence de Bandung en 1956, donc avec Nehru, avec Sukarno, avec Nkrumah, avec Tito, avec Nasser, bien sûr. Mais je dirais, même avant ça, hein, à partir des années 50, on parle moins souvent de Perón en Argentine, qui lui parlait déjà d'un troisième bloc. C'était pas la troisième voie gaulliste, c'était bien le troisième bloc péroniste à l'époque, ni aligné aux États-Unis, ni aligné à l'Union soviétique, hein. Alors lui, il a été renversé, Perón, en 1955, mais enfin c'est quand même un précurseur. En 1956, il y a la grande conférence de Bandung afro-asiatique, avec une Amérique latine qui est quand même absente, mais qui se joindra au mouvement des non-alignés plus tard. Et à partir de 1960, justement, la création du mouvement des non-alignés. En 1964, quelque chose qui était moins important à l'époque, mais qui est devenu plus important aujourd'hui, certainement à l'ONU, que le mouvement des non-alignés, la création du G77, le groupe des 77, qui a été créé par 77 pays, mais qui aujourd'hui en regroupe 134. Donc 134 sur 193 pays membres des Nations Unies, c'est deux tiers quand même de la communauté des Nations Unies, c'est une sorte de grande majorité du Sud global au sein des Nations Unies. Et alors que le mouvement des non-alignés est plutôt affaibli aujourd'hui, le G77 est une vraie institution au sein des Nations Unies. Si vous allez à New York et vous visitez le bâtiment des Nations Unies, il y a tout un étage de la tour des Nations Unies à New York qui appartient au G77. Il y a un secrétaire général, il y a des réunions. Le G77 décide de plus ou moins comment il faut voter à l'ONU. Il y a des sommets, il y a des réunions ministérielles, etc. Le G77 existe quand même plus. C'est un peu la forme institutionnelle du Sud global aujourd'hui, je dirais. Alors, il y a des absents, le Mexique n'est pas vraiment membre, etc. Bon, mais dans l'ensemble, c'est presque tous les pays du Sud global qui sont dans le G77. Donc, ce G77 qui est créé par 77 pays en 1964. Et puis, on en reparle beaucoup en ce moment. En 73, la création, la déclaration du nouvel ordre économique international, le NOEI, je ne sais pas comment on dit en français, le NIO en anglais, euh, qui est une sorte de revendication du tiers-monde à l'époque, de ce que devrait être l'architecture financière internationale, de comment devrait, enfin, ça parle des échanges internationaux, de besoin de décolonisation, non seulement politique, mais aussi économique. Ça parle beaucoup d'industrialisation, évidemment, les années 70. Hein. On associe, et je pense que c'est encore c'est quelque chose qui revient heureusement à la mode aujourd'hui, on associe le mot développement et le mot industrialisation ensemble. Donc souveraineté surtout sur les ressources naturelles à l'époque. On n'est pas encore dans la critique des ressources naturelles à laquelle on fait face aujourd'hui, mais vraiment la nationalisation des ressources naturelles. C'est l'époque aussi de l'OPEP, etc. Donc il y a vraiment ce moment, nouvel ordre économique international à partir de 73, on vient de fêter les 50 ans. Et puis les idées qu'on appelle cépaliennes en Amérique latine, de Raoul Prebisch, de Walter Rodney, etc. Bon, il y a cette histoire sur laquelle se fonde aujourd'hui euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les revendications du Sud global. Alors, j'ai pas mentionné, mais il y a d'autres choses. Je crois que ça me prendrait trop de temps, mais vous qui êtes des avocats, peut-être des choses qui sont moins connues, mais qui sont très importantes pour moi. La Convention sur le droit de la mer, qui a été le grand droit international du Sud global, du tiers-monde à l'époque, hein. Ça a été quelque chose qui a été énormément résisté et par les États-Unis et les Européens, et d'ailleurs au début par les Soviétiques aussi. Cette idée d'avoir une souveraineté plus importante sur les ressources maritimes dans la mer. Adjacentes, adjacencies, des pays du Sud qui étaient victimes de pêche prédatrice de la part de grands chalutiers qui avaient des capacités de réfrigération, etc., qui prenaient tout les protéines ichtyologiques des mers du Sud pour les emmener vers le Nord. Et puis après aussi avec la découverte de pétrole offshore, etc. Bon, ça a créé, faut pas oublier que avant les droits de la mer,
de 1982, là où la Convention des droits de la mer, c'était les pays avaient droit à 3000 marines. On en est à 200 000 aujourd'hui, c'est zone économique exclusive. Donc c'est quand même une grande révolution dans le droit international qui est aussi un pilier de ces revendications du Sud global. Donc il y a eu vraiment un moment de multilatéralisme du Sud global avec du vrai droit qui a été créé. Aujourd'hui, c'est la Convention sur le droit de la mer et je crois une des conventions du système des Nations Unies avec le plus de signes de pays qui l'ont ratifié. Je crois que c'est 168, donc ça fait quand même partie du top 10, je crois, des conventions. Pas les États-Unis. Alors Obama voulait, mais ça n'a pas été possible. Mais en fait, les États-Unis l'appliquent dans la pratique. Le seul bémol, c'est qu'ils n'acceptent pas. La Convention stipule qu'il faut que les sous-marins remontent à la surface quand ils passent dans des détroits et annonce et hisse le drapeau et annonce qu'ils sont en train de passer. Salut, coucou, on passe. Donc évidemment, les États-Unis veulent surtout pas ça. Donc c'est ça qui les a un peu. C'est pas les questions de pêche, mais les questions plutôt de sécurité qui ont fait qu'ils n'ont pas voulu signer cette convention. Donc c'est quand même il y a eu des gains. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans les années 70, c'était pas seulement de la rhétorique, il y a eu aussi un vrai moment multilatéral avec des gains en droit qui ont été faits par ce tiers-monde à l'époque. Et puis ça culmine. Bon, faut pas aussi oublier qu'on passe en 1945 d'un système des Nations Unies qui avait 51 membres. En 1970, on est sur 127 membres. Et aujourd'hui, on est sur 193 membres, plus deux observateurs, le Vatican et la Palestine. Donc, on a quand même presque multiplié par 4 les membres du système, et ces membres sont évidemment des membres, des tiers-membres, des membres du Sud global, qui ont quand même changé énormément la donne dans l'équilibre du pouvoir au sein des instances multilatérales. Alors évidemment, il y a un Conseil de sécurité qui est hors la portée du Sud global, mais enfin au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a une claire vérité de ce tiers-monde et aujourd'hui de ce Sud global. Voilà. Donc, la dernière grande victoire, c'est 1984. Enfin, grande victoire, je ne sais pas, parce que quand même, c'est soldé par l'opposition viscérale, je dirais, des États-Unis, c'est le vote pour la déclaration du droit au développement. 1986, pardon. Qui est vraiment quelque chose de très important, hein, qu'on oublie trop dans le Nord. Le Nord parle de démocratie, parle parfois de droits humains, alors avec plus ou moins d'hypocrisie, plus ou moins de double standard, bon ça c'est un autre débat, mais le discours du Nord sur le Sud, c'est un discours sur la démocratie. Alors que le discours du Sud veut que ça soit, enfin, le Sud veut que ce discours soit un discours aussi sur le développement. Et ça, c'est très, très important quand on analyse le Sud global, c'est cette demande historique du Sud global de donner de l'importance, non pas seulement à la démocratie. Alors après, on peut avoir un débat sur l'importance de la démocratie ou pas. Est-ce que c'est le résultat aussi peut-être quelque part du développement, de l'institutionnalisation qui va demain avec le développement, d'un contrat social qui va demain avec le développement? Bon, tout ça, on peut parler, mais au-delà de ça, il est très important de comprendre que c'est vrai que les États-Unis ne parlent jamais de développement, ça n'existe pas. Les États-Unis n'utilisent pas le mot développement presque, très très rarement. Les États-Unis parlent de démocratie, parfois de droits de l'homme, de façon plus ou moins utilitaire, euh, pas de développement. Donc cette déclaration est vraiment symbolique, et le fait que les États-Unis refusent d'accepter la déclaration du droit au développement est aussi un, une tension latente dans le système multilatéral et dans les relations internationales entre Nord global et Sud global. OK. Donc, à partir des années 80, on sait ce qui se passe. Il y a une défaite de ce moment tiers-mondiste. Le Volcker Shock, les taux d'intérêt qui explosent soudainement, la grande crise de la dette, surtout en Amérique latine de 1983, la victoire des États-Unis dans la guerre froide, évidemment, crée un moment unipolaire avec une réduction du bargaining power, du pouvoir de négociation du Sud global. Puis c'est aussi un moment de défaite idéologique finalement. C'est la défaite du projet étatique, du projet d'économie mixte, du projet keynésien, de l'idée de souveraineté face au marché et aux capitaux. Donc c'est vrai, un moment de retrait du Sud global et un moment de réalignement face aux grandes puissances, hein. Voilà. Alors je dirais que les premiers rebelles face à, qui ont recherché un nouveau moment de non-alignement après à peu près 20 ans de réalignement, les années 80-90 qui sont un moment d'unipolarité où le Sud global est vraiment, en plus face à une crise économique assez grave et plutôt docile.
Mais le premier moment de rébellion, c'est le moment de l'Amérique latine, je pense. Hein, la première décennie, décennie et demie de ce siècle, ça dépend des pays évidemment, mais entre les années 2000 et 2015, il y a plus ou moins, ça dépend du moment, mais entre 10 et 14 pays qui font un grand virage à gauche en Amérique latine. C'est la première fois dans l'histoire de l'Amérique latine. Il y avait eu bien sûr des révolutions, il y avait eu des moments de rébellion, il y a eu la révolution cubaine, il y a eu le moment de Allende au Chili, il y a eu la révolution sandiniste, etc. Mais la plupart de ces rébellions, si on fait une analyse historique, souvent c'est dans les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, donc avec des PIB un peu plus petits, très symboliques, très importants, mais pas toujours avec un vrai poids géopolitique mondial. Et puis ça a été des moments de rébellion dans l'isolement. Presque tout sauf avec l'exception de la révolution cubaine, tous défaits à travers de coups d'État, souvent avec le soutien des États-Unis, etc. L'exemple d'Allende est patent. Voilà. Donc, mais là, ce qu'on appelait la vague rose, hein, qui n'est pas du tout le terme qu'on emploie en Amérique latine, mais qu'on emploie souvent en français, le pink tide en Amérique latine, c'est un moment de rébellion sans précédent dans l'histoire de l'Amérique latine. C'est la première fois dans l'histoire de l'Amérique latine qu'on a une majorité d'États. Il y a 20 républiques latino-américaines, si on inclut Haïti. Euh, euh, sur 20, il y en a pas moins de 12, 13, 14, ça dépend si on inclut vraiment les sociodémocrates de centre, mais qui ont des sympathies un peu avec la gauche, qui s'unissent et qui créent un moment non aligné, un moment, un NIO moment, si vous voulez, un moment et voilà. Et puis en plus, ça inclut quand même des pays comme le Brésil, comme l'Argentine, certaines des économies moyennes des pays émergents de l'Amérique du Sud. Donc, pas seulement des révolutions des Caraïbes ou de l'Amérique centrale, mais avec des pays avec un peu plus de poids géopolitique, et notamment du puissance régionale, disons. Donc ça a eu un impact important. Euh, mais évidemment, ce moment, c'est bon. Alors, ce moment, on va pouvoir en parler un petit peu peut-être plus tard, à créer des institutions aussi du Sud global, surtout des institutions régionales, des institutions qui essayaient de créer des institutions régionales de l'hémisphère occidental, mais des institutions du Sud global de l'hémisphère occidental. Je vous rappelle que dans l'hémisphère occidental, il existe l'Organisation des États américains comme principale institution multilatérale régionale, qui est quand même une institution qui a son quartier général à Washington. J'étais en Éthiopie la semaine dernière. Quand je dis ça aux Africains, ils n'arrivent pas à croire. Ils disent, mais c'est comme si l'Union africaine basée à Addis Abeba était à Paris ou à Londres. Alors, le colonialisme, il n'y a pas eu de colonialisme formel officielle des États-Unis en Amérique latine, mais enfin, j'argumenterais que le pouvoir des États-Unis dans l'hémisphère occidental aujourd'hui est quand même plus fort que le pouvoir de Paris en Afrique en ce moment. Donc, si on parle de puissance, de pouvoir et pas seulement de legs colonial, je crois qu'il y a quand même, enfin, ils ont un argument, les Africains. C'est incroyable qu'encore aujourd'hui, le principal organisme de gouvernance de l'Amérique latine, je parle de l'Amérique latine, pas de l'hémisphère occidental, soit à Washington. Donc c'était un moment où on a créé, ce moment de vague rose était un moment où on a créé des institutions régionales du Sud, dans l'hémisphère occidental, mais du Sud global dans l'hémisphère occidental, notamment l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui a été défaite, on va pouvoir peut-être en parler un petit peu aujourd'hui, la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, etc. Voilà. Pas seulement des accords de libre-échange sous-régionaux comme le Mercosur ou la CAN, la Communauté, mais quelque chose de beaucoup plus de gouvernance régionale, hein, qui inclut des pans économiques, commerciaux, mais aussi politiques, de sécurité. Ça n'a pas trop plu. Les pans de sécurité sont toujours les plus délicats. Le fait qu'on allait entraîner nos officiers dans la région et pas aux États-Unis, voilà, enfin, toutes ces choses-là ont été des choses de recherche de souveraineté stratégique, pour utiliser le jargon européen, le jargon gaulliste, qui s'est vraiment été ce moment de recherche de stratégie, d'autonomie stratégique en Amérique latine. Voilà. Donc ça, c'est le début de ce moment de... On commence à parler, on ne parle plus de tiers-monde, on ne parle plus trop de pays en voie de développement, parce que les pays en voie de développement, c'est un... Bon, là, on est comment on appelle ça, dans le champ, oui, enfin, dans la terminologie, dans le vocabulaire, mais le, il y a dans les expressions, les mots qu'on utilise, il y a évidemment des connotations politiques, et cette idée de pays en voie de développement est devenue un peu comme quelque chose qui appartenait
une vision téléologique du progrès inévitable vers le développement, hein, cette modernité inévitable qui va faire que tous les pays du Sud global vont devenir comme le reste des pays développés, etc. Alors que l'expression tiers-monde, et puis encore plus l'expression Sud globale, politiquement est comprise comme une revendication face aux structures de la gouvernance globale qui ne permettent pas justement ce développement. Donc on commence à parler de Sud global au début du 21e siècle et avec, je pense, des conditions structurelles qui créent des conditions propices au non-alignement, au retour du non-alignement. Alors, quelles sont ces conditions structurelles, je dirais actuelles, hein, qui sont d'actualité aujourd'hui en 2024? Une distribution du pouvoir qui a changé. On est passé d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, même si on n'est pas encore passé à un monde multilatéral, s'il y a une différence. Hein, j'insiste toujours sur la différence entre multipolarité et multilatéralisme. La multipolarité, eh bien, c'est un changement dans la distribution du pouvoir, mais c'est pas quelque chose qui se fait en droit. On parle seulement de l'équilibre du pouvoir, alors que le multilatéralisme, évidemment, implique une gouvernance fondée en droit, et je dirais une démocratisation des relations internationales. Donc, c'est des choses différentes. Pour un pays qui n'est pas, qui est un tout petit pays de la périphérie de la périphérie, je dirais, le multipolarisme, ok, ça diversifie un peu les options dans les négociations, mais ça ne permet pas d'avoir des droits. Hein. Donc, on passe un monde plus multipolaire, pas encore multilatéral. Évidemment, la montée en puissance de la Chine qui a vraiment créé une diversification des marchés, des sources d'investissement et qui aussi, bien entendu, propulsé les coûts des matières premières, surtout à partir de 2003 et puis jusqu'à 2015. Euh, voilà, donc tout ça crée une condition propice pour le non-alignement. Parce qu'on sait aussi que le non-alignement, ça va quand même de pair avec des coûts des matières premières qui ont tendance à être plus élevés. Quand les coûts des matières premières chutent, on a tendance à revoir le retour de l'alignement. Hein. Il y a une sorte de faiblesse, d'urgence, souvent accompagnée de dettes, de crise fiscale, etc., qui fait que souvent, eh ben, on est dans le court terme, plus dans le long terme, plus dans la planification de la stratégie, de l'autonomie stratégique, mais vraiment dans l'urgence, et ça a tendance à recréer des alignements. Donc, des conditions structurelles, notamment les coûts des matières premières, qui permettent un retour du non-alignement dans les dernières années. Un nouvel essor de l'importance des ressources naturelles, ça aussi c'est très important pour les pays du Sud global, c'est ce qu'ils exportent fondamentalement, notamment pour la transition énergétique, on le voit en ce moment, et pour les avancées du high-tech. Il y a aussi une nouvelle colère et exaspération du Sud global. Et cette nouvelle colère-exaspération, c'est vraiment un terrain fertile pour le non-alignement. Déjà l'absence de développement promis, un échec total des ODD. Alors ça, c'est vraiment un échec total des ODD. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'était vraiment le grand espoir du multilatéralisme il y a 20 ans. Enfin, il y a moins, mais ça commence, il y a tout un développement vers les ODD qui commence il y a à peu près 20 ans, et qui suscitait l'enthousiasme et l'unanimité de tous à l'ONU, dans les milieux de développement, dans les ONG, etc. La situation est tellement grave aujourd'hui qu'on voit même un recul en arrière en termes des objectifs fixés par les ODD. C'est-à-dire on est même plus, on est vraiment dans le recul. Donc ça, bon, je reviens à mon argument sur les pays en voie de développement, on est en voie de rien du tout. Il y a un problème fondamental dans les structures internationales qui est identifié par les pays du Sud global. Continuité des grandes inégalités, les statistiques, 1960, les pays du Nord global avaient un PIB de 10 000 dollars par habitant. Ils ont aujourd'hui un PIB de 45 000 dollars par habitant, en dollars 2010, hein, grosso modo. 1960, les pays du Sud global avaient un PIB de 1000 dollars, donc 10 fois moins par habitant. Aujourd'hui, ils ont un peu plus de 5000 dollars par habitant, PIB par 2020. Donc on est vraiment resté, c'est multiplié par 10 dans les deux cas. Donc on est resté dans les mêmes inégalités, sauf que multiplié par 10 dans les deux cas, eh ben, ça a créé une courbe qui se sépare encore plus entre les riches et les pauvres du monde du Nord global et du Sud global. Bon, les pays du Sud font aussi face à une extraction brutale des ressources naturelles, des ressources financières, on va en reparler un petit peu, d'extraction de la terre, de moins en moins, de plus en plus de ressources géographiques
matériels de la terre qui sont contrôlés par le Nord, l'extraction du travail, et ce, de façon beaucoup plus agressive depuis les années 90. Je vais reparler de ça. Et pourtant, le Nord, quand même, parfois de façon assez cynique, il faut le dire, nous fait miroiter l'aide au développement, hein. Euh, L'aide publique au développement, l'APD, qui est équivalent à quelques milliards par an de transferts du Nord au Sud, alors que les dernières études de plusieurs économistes, plusieurs collègues qui étudient les échanges inégaux entre Nord et Sud, démontrent que le déficit pour le Sud est actuellement de l'ordre de 10 billions, c'est ça hein, en français, trillions, et 10 trillions, 10 billions de dollars par an. Donc on est à quelques milliards d'ODA, pardon, ouais, en anglais, ODA, d'aide au développement. Mais des dizaines, enfin au moins 10 billions de, euh, de, euh, de déficit par rapport aux échanges inégaux entre Nord et Sud. Donc il y a vraiment une contradiction. Et même si on rajoute l'investissement du Nord, qui en plus a souvent une vocation extractive, ça ne compense pas plusieurs éléments, notamment l'évasion fiscale, le fait que les réserves internationales des pays du Sud soient toutes dans le Nord, on oublie ça, et le déséquilibre de la nature des échanges dont je viens de parler. Vous pouvez choisir votre méthodologie, l'argent va, et contrairement aux idées reçues dans les pays du Nord, de sud au nord et non du nord au sud. Ça, c'est très très important. Et c'est une source vraiment de. Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a un malaise important dans le sud parce qu'évidemment, le lieu commun, c'est que c'est le nord qui sauve le sud avec les flux de capitaux, l'investissement, etc., etc. Si on rajoute le volant monétaire, l'hégémonie du dollar, qui permet notamment de discipliner les pays du Sud, par exemple au travers de sanctions, avec une OFAC américaine, le bureau du département du Trésor américain, qui est chargé de superviser les sanctions américaines, qui a énormément sophistiqué sa capacité à imposer des sanctions ces dernières années, euh, beaucoup avec l'avance du numérique, qui donne des grandes capacités à l'OFAC d'avoir de la formation, de savoir ce qui se passe, de contrôler. Puis en plus, depuis 9/11, depuis 2001, avec le Patriot Act et d'autres choses, on sait que les États-Unis maintenant ont accès un contrôle total sur le système SWIFT, un contrôle total, enfin, au moins l'information de toutes les transactions, notamment de visa. Euh, les États-Unis contrôlent toutes les banques intermédiaires. Enfin, avec l'hégémonie du dollar, nous voyons vraiment disons un aspect, un aspect monétaire important dans la symétrie qui était beaucoup moins présent, je dirais, il y a 30 ou 40 ans. Et puis, je voudrais aussi insister que les sanctions sont quelque chose de très, très contesté dans le Sud global. Je dirais que c'est même presque le symbole de l'unilatéralisme du Nord, surtout des Américains, et de l'application extra. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, de l'application extraterritoriale du droit américain. Et puis, je dirais même de l'irrespect du droit international, puisque finalement, les sanctions sont illégales, à moins qu'elles aient été décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des sanctions euh, coercive economic measures, des mesures coercives, ouais, coercion économique euh, qui ne font pas partie du droit international. Puis voilà, important de rappeler que la financiarisation de l'économie mondiale dont on parle beaucoup se solde aussi en la financiarisation des relations internationales, et notamment entre les États, et l'utilisation de mesures de coercition, ce qui a un énorme impact sur les pays du Sud. Bon, après, il y a d'autres couches, hein. Le rejet croissant de l'arrogance occidentale dans le contexte des grands abus du moment unipolaire, euh, des politiques non conservatrices et libérales interventionnistes au Moyen-Orient, etc. Toutes les guerres dont on connaît, les invasions, les deux poids, deux mesures, l'irrespect assez fréquent du droit international, qui serait peut-être en fait moins grave si il n'était pas accompagné du fait qu'on fait tout le temps la morale au pays du Sud, hein, et que les hégémons aussi parlent tout le temps de rules-based international order, alors que c'est souvent ceux qui bafouent le plus souvent, du moins le droit international. Voilà, sans parler de
l'effet aggravant de la pandémie du Covid-19 et qu'il n'y ait eu presque aucune aide au Sud global de la part du Nord. Les vaccins ne sont pas arrivés et quand ils sont arrivés trop chers et trop tard. Et puis en fait, c'est même, je dirais, c'est les Chinois qui ont quand même vacciné une grande partie de la population du Sud global. Donc voilà, tout ça, ça crée, disons, voilà, un panorama oui, qui se prête très très bien à l'alignement et au discours pardon, au non-alignement, au discours du non-alignement et à ce regain d'identité du Sud global. Voilà. Donc, les pays du Sud global sont insatisfaits avec le statut quo actuel et la gouvernance globale actuelle et ont beaucoup de raisons pour s'opposer et vouloir la remplacer par une autre gouvernance plus universelle et moins dominée par les intérêts du Nord. Mais pour ça, il faut évidemment de l'action collective. Et cette action collective, oui, pour changer la donne et éviter ce qu'on a, ces politiques de diviser pour régner du Nord, hein, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le Sud global, diviser pour régner, divide and rule, eh bien, il y a trois types d'actions collectives qu'on peut utiliser. Le premier, c'est évidemment le plus classique, le multilatéralisme universel, le système onusien fondamentalement. Je vais en parler, voir ce qui se passe là-dedans. Le deuxième, qui est le moins connu, qui me paraît peut-être le plus important, c'est là-dessus que je travaille, mon travail académique verse surtout là-dessus, c'est le régionalisme. C'est l'intégration et la gouvernance régionale comme un moyen de s'opposer à ces politiques de division du Sud qui sont encouragées par le Nord. Le troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler les coalitions basées sur des intérêts, l'action collective basée sur des intérêts spécifiques. Ce qu'on a appelé dans le temps les cartels, c'est-à-dire transcender l'isolement de la division internationale du travail au travers de la construction de coalitions, de clubs, de cartels, d'associations, sur la base d'intérêts communs, donc pas sur la base d'appartenance régionale. Ce sont les trois formes de multilatéralisme, si vous voulez, l'universel, le régional et celui qui est basé sur des intérêts. Alors, en ce qui concerne le multilatéralisme universel, euh, le G77, on vient d'en parler, reste quand même euh, l'expression la plus institutionnelle du Sud global et il y a un regain ces dernières années de son activité. Le G77 se fait très présent au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a joué un rôle important, il me semble, dans les négociations sur le climat, notamment pour l'obtention de la création d'un fonds de compensation climatique pour pertes et dommages, le Loss and Damage Fund, lors de la conférence de l'ONU à la COP 28 en 2023. Et pourtant, les États-Unis ils s'y sont vraiment opposés. Donc, ça a quand même été vécu comme une victoire du G77. D'ailleurs, les États-Unis le boycottent encore. Donc, malgré cette victoire, c'est quand même une victoire symbolique, puisque dans la pratique, ce fonds n'est pas vraiment encore opérationnel. On voit aussi le G77 se mobiliser au sein de l'Assemblée générale des États-Unis avec pas mal de votes où il est soudé. Hein, on voit une certaine cohésion du G77, que ce soit en matière de gouvernance ou en matière de résolution sur des crises politiques. Hein. La Palestine, par exemple, en ce moment. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, au sein de l'OMC, on voit aussi quand même les États du Sud se réactiver récemment, réintensifier leurs efforts pour exiger ce qu'ils appellent un traitement spécial et différencié pour contrecarrer le libre-échangisme à outrance qui les condamne à être des économies primaires. Hein, parce que ça les condamne à l'hyper-spécialisation économique. Et si on te condamne à l'hyper-spécialisation économique, ben, tu vas faire une chose bien et ça va être une matière première et ça ne va pas te permettre d'atteindre le développement. Donc il y a quand même des poches de résistance à l'OMC. Et d'ailleurs, ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. Ça peut être, ou au contraire, pour obliger les pays du Nord à se plier aux règles qu'eux-mêmes ont créées et ne pas être protectionnistes. Donc éviter un peu ces deux poids, deux mesures. Et il y a des moments, il vient d'avoir là l'OMC, un moment de réelle rébellion des pays du Sud. Quelque chose qu'il faut absolument observer, et vous qui êtes des avocats, je pense que ça vaut le coup dans les mois et les années à venir, la Convention des Nations Unies sur la fiscalité. Ça, et malgré l'opposition du Nord, de l'Occident, je dis du Nord, hein, enfin, malgré l'opposition des pays riches, l'opposition en particulier de l'OCDE,
Les pays africains ont réussi déjà à s'unir derrière cette cause, qui est une vieille cause qui remonte aux années 70, de lutte contre les paradis fiscaux, de lutte contre les pratiques fiscales déloyales, une sorte de dumping fiscal, si vous voulez. C'est d'ailleurs quelque chose, moi, je pourrais en parler pendant longtemps, parce que je connais un petit peu le sujet. Nous, quand on a été à la présidence du G77, moi-même, j'étais à la présidence du G77 en 2017, quand l'Équateur a été élu à la présidence du G77, ça a été notre cause principale. Puis en plus, c'était en plein Panama Papers, donc on en a profité. On a même tenu un référendum en Équateur sur l'évasion fiscale. Alors, généralement, quand on a un référendum, c'est parce qu'on veut vraiment élever le débat politique à un niveau, voilà, dans notre cas constitutionnel même. Pour la question qu'on a posée aux Équatoriens était est-ce que vous êtes d'accord d'interdire que les fonctionnaires, alors là, je traduis la question, mais d'interdire que les fonctionnaires aient des avoirs dans des paradis fiscaux, aussi simple que ça. Mais ça impliquait aussi les fonctionnaires d'élection populaire, donc, et sous peine de destitution. Donc, si un président ou un député ou un ministre était, on découvrait qu'il avait des fonds, des avoirs, des propriétés dans un paradis fiscal, et ça, notre liste des paradis fiscaux inclut Miami, euh, eh bien, il pouvait être destitué, impeached. Et ça a été remarquable puisque en 6 mois après le référendum, on a eu un retour de capitaux en Équateur colossal puisque tous les, tous les candidats qui voulaient être candidats se sont dit, ouh là là, peut-être que je ramène mes sous en Équateur si je veux me présenter aux élections présidentielles. Donc, voilà. Donc en même temps qu'il y avait les scandales des Panama Papers et que on faisait ce référendum, on était à la tête du G77 en exigeant une vraie instance intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies, parce qu'il y a un comité d'experts, mais une vraie instance intergouvernementale sur la fiscalité, puisqu'elle existe sur le commerce, on se demande pourquoi, mais elle n'existe pas sur les impôts. Donc voilà, donc, la représentation institutionnelle est toujours un résultat des équilibres du pouvoir, hein. Et là, c'est un très bon exemple de ça. Et c'est donc une demande qui a été, le flambeau a été repris hein, par l'Union africaine, c'est vraiment un succès africain. Et là, on vient d'avoir 3 votes d'affilée, et le dernier notamment pour the Terms of Reference, hein, ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette convention, euh, ce qui va être discuté en fait, euh, avec 100 votes pour et 140 contre, donc quand même une victoire importante. Donc la Convention des Nations Unies sur la fiscalité, ça va mettre des années. Mais c'est un débat important. Voilà, alors là, il y avait une proposition de l'OCDE, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais l'OCDE cherche toujours à taxer les profits downstream, donc vraiment taxer la clientèle, taxer chez eux en fait, taxer là où se trouvent les quartiers généraux des entreprises multinationales. Alors que, évidemment, la proposition du Sud global, c'est d'insister sur le concept de présence économique significative. Ça va être le grand terme qui va être en discussion. La présence économique significative, qui veut dire aussi la présence extractive, enfin toute la chaîne de production, quoi, toute la chaîne de valeur. Puis aussi, le CDE ne voulait taxer que les entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros. Enfin, il y avait tout un débat sur l'univers de la taxation, etc., qui était résisté par les pays du Sud. Donc, c'est une importante victoire, ça, qu'il faut saluer, enfin, de mon point de vue, de la part des pays du Sud global les enjeux de taxation. Alors, évidemment, après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de pays du Sud global qui sont eux-mêmes des paradis fiscaux. Donc, bon, il va y avoir toutes sortes de divisions et toutes sortes de débats. euh, Ça va être compliqué. Vous connaissez peut-être déjà le traité qu'on appelle le traité contraignant, hein, c'est euh, un oxymoron, on dit ça, un oxymoron, hein. Ouais. Sur les droits humains et les entreprises multinationales. La résolution 26.9 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève de 2014, qui a été gagnée par le Sud global. Ça, c'est un vieux débat sur si les acteurs privés doivent être assujettis au droit universel des droits de l'homme, ou si c'est seulement les États qui doivent être euh, accountable face au système onusien des droits de l'homme. Euh,
est-ce que l'État est l'intermédiaire? C'est-à-dire, évidemment, les acteurs privés sont toujours concernés, mais est-ce que nous pouvons directement interpeller dans le système onusien les entreprises multinationales quand ils violent les droits de l'homme? Et s'ils changent de juridiction, s'ils vont d'un pays à l'autre et qu'ils ont des méfaits dans le pays où ils avaient de l'investissement plusieurs années auparavant, est-ce qu'on peut les poursuivre en justice? Est-ce qu'on peut créer une juridiction plus universelle pour les poursuivre en justice? Est-ce qu'on peut poursuivre une entreprise multinationale qui a son siège à Amsterdam ou à Londres ou à New York, à Amsterdam ou à Londres? Et dans l'actualité, c'est pas le cas. Et ça, c'est donc le traité contraignant sur les droits humains et les entreprises multinationales, depuis 2014, ça fait 10 ans maintenant. On en est au sixième brouillon, mais ça avance et c'est quelque chose un peu dilué ces dernières années, malheureusement, mais c'est aussi quelque chose qui convient d'observer, puisque ça a énormément à voir avec autre chose dont je vais parler, mais ça a énormément à voir avec le droit de l'investissement. C'est un peu l'image, le reflet miroir du droit de l'investissement. On a créé des juridictions internationales pour l'investissement, hein, avec des cours d'arbitrage euh, pour les solutions différentes entre État et investisseurs. Et on nous dit que quand c'est pour les droits de l'homme, et que ces mêmes entreprises internationales, c'est trop compliqué, c'est extrêmement difficile, voilà. Donc il y a quand même, je pense, bon, un élément politique, un élément de relation entre capital-travail ou capital être humain ou capital droit de l'homme, ou droit humain, si vous voulez, qui est l'enjeu principal des discussions de ce traité. J'ai eu le plaisir en 2017 d'être le chair du working group, du groupe de travail sur ce traité. Et c'est quelque chose que je vous invite à suivre. Voilà. Alors, ça, c'est le multilatéralisme. Autant. Oui. Ça, c'est le multilatéralisme. Multilatéralisme traditionnel, universel, l'ONU. Mais il y a évidemment des problèmes et des faiblesses du multilatéralisme. Euh, alors, les négociations sont souvent menées de manière opaque et au ralenti, dans des sphères hautement spécialisées et si souvent ignorées, notamment par les grandes puissances. C'est vrai que la construction du droit international, la construction de gouvernance internationale, ça met des années. Euh, les gouvernements accordent rarement à ces luttes l'importance politique qu'elles méritent. Ces luttes sont rarement politisées dans les espaces domestiques, dans les espaces nationaux. Les dirigeants, les présidents les évoquent peu dans leurs discours. C'est vraiment, ça fait partie un peu de la communauté épistémique des diplomates. C'est une sorte de jargon multilatéraliste que alors, les médias veulent pas en entendre parler parce que c'est trop lent, c'est compliqué, il y a des éléments technocratiques. Donc, évidemment, quand c'est sans l'accompagnement des médias, quand est-ce que vous voyez les médias qui suivent enfin, de ce dont on vient de parler, quoi? Bien sûr. Alors, parfois, ils suivent des grandes décisions du Conseil de sécurité, des choses qui ont souvent à voir avec la sécurité ou avec voilà, les décisions qui sont prises sur un pays qui viole les droits humains de façon flagrante, enfin, les choses qui sont d'actualité, qui sont simples à expliquer, mais la gouvernance globale, le droit international, c'est pas du tout dans l'œil des médias. Et c'est pourtant là que s'expriment beaucoup des asymétries qu'il faut observer dans le système international. Et c'est là où, si on observe le vote aussi des grandes puissances, il y a des votes qui sont difficiles à expliquer, qui seraient intéressants, il me semble, d'expliquer quand même constituents, aux citoyens des pays voilà, qui votent pour leur gouvernement, etc. Donc, ça, c'est une des grandes faiblesses du multilatéralisme. Euh, voilà, je pense que l'internationalisme du Sud global est souvent le fruit de l'héritage historique du tiers-mondisme, qui imprègne encore la culture institutionnelle des diplomates de ces régions, du tiers-monde, du Sud global. Et aussi celle maintenant des organisations non gouvernementales qui sont importantes à l'ONU, qui composent un peu cet écosystème onusien. Voilà, il y a une sorte d'inertie culturelle et institutionnelle, un legs du tiers-mondisme, quoi, qui existe encore.
et qui est là, ce qu'on appellerait presque un path dependency, quoi. C'est-à-dire, on a voté comme ça dans les années 70, c'est la tradition de notre pays de soutenir cette cause, on a continué dans les années 80, malgré tout dans les années 90, on a continué, et aujourd'hui, eh ben voilà, ça fait partie des politiques d'État, si vous voulez, de la diplomatie. Alors, souvent, les présidents ne sont pas du tout au courant. C'est quelque chose qui appartient vraiment à ce monde, à ce milieu diplomatique. Donc ça, c'est une énorme faiblesse. Le G77, moi, quand je lis les déclarations des G77 et je vois des gouvernements, souvent très à droite, qui font partie de cette déclaration, je dis, mais le ministre ne l'a pas lu, la déclaration. Donc ça, c'est une force du G77, ça lui donne une certaine autonomie et c'est génial, on peut se servir. Moi, je m'en sers beaucoup des déclarations du G77, mais c'est aussi une énorme faiblesse du G77, puisque ça veut dire que finalement, dès qu'on avance, euh, dès qu'on remonte la hiérarchie politique, qu'on arrive au niveau présidentiel, par exemple, souvent dans les sommets présidentiels, on dit des choses, et d'ailleurs on signe des déclarations qui sont directement contradictoires avec ce que les mêmes pays ont signé et ont déclaré dans l'espace diplomatique. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors, c'est pas les seuls, hein. Les pays du Nord et les pays hautement institutionnalisés ont aussi des contradictions comme ça. Ils vont dire quelque chose dans un espace et dire tout le contraire dans l'autre. Mais enfin, quand même, le Sud global, qui est moins institutionnalisé, a tendance vraiment à tomber vraiment dans ce genre de piège de façon assez fréquente. Donc ça, c'est un des grands problèmes du multilatéralisme universel. Euh, et c'est pour ça que je propose ma deuxième action collective, qui est l'action collective régionale, qui me semble est plus concrète, plus tangible. Alors en plus, je vais développer un peu, mais le régionalisme peut être un pilier fondamental du multilatéralisme universel. C'est-à-dire qu'on pourrait, d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée de la tricontinentale que les internationalistes communistes dont ils parlaient dans le passé, c'est un peu basé sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'on va avoir ces trois régions du Sud global qui vont finalement s'articuler de façon régionale et qui vont pouvoir après élever leurs demandes de façon collective, etc. C'est beaucoup plus facile de parler entre régions que, plus facile, disons, de parler entre la CELAC, la communauté des États latino-américains, caribéens, et l'Union africaine. D'ailleurs, il y aura peut-être un sommet l'année prochaine, on va voir, j'essaye. Ou que de parler entre, je sais pas moi, le Salvador et le Botswana. C'est évident que des régions ont des capacités d'articulation qui sont plus importantes. Donc, le régionalisme est important à ce niveau-là. Mais la gouvernance régionale, si vous voulez, est vraiment l'instrument le plus concret pour contrer, se diviser pour régner dont on parlait des grandes puissances, et pour imposer des conditions euh, au capital et aux grandes puissances, hein, je simplifie un peu, dans un espace géopolitique donné. Donc, d'imposer de la gouvernance. Et souvent, entre pays voisins, qui sont similaires, qui ont souvent des matrices de production similaires, donc ils vont produire et exporter le même genre de choses, et qui vont être souvent, quand ils ont des relations strictement bilatérales avec les grandes puissances, être des compétiteurs, enfin, faire de la compétition entre voisins. Donc, ce qui crée la race to the bottom dynamic en anglais, je sais pas comment on appelle ça en français, mais une sorte de compétition déloyale, nivellement vers le bas peut-être. Donc, c'est au nivellement par le bas, ce qui est le grand problème du Sud global. C'est-à-dire que, évidemment, quand on reprend mon même exemple, le Salvador négocie avec les États-Unis, c'est pas pareil que quand c'est l'Amérique latine qui négocie avec les États-Unis. Voilà, bon, c'était aussi un des fondements, après tout, de l'Union européenne quand on a parlé d'intégration dans les années 40 et 50, mais avec moins de vulnérabilité que le Sud global. Donc, d'autant plus de raison pour le Sud global de recourir à cette intégration régionale, cette action collective régionale. Alors, il y a une vraie tradition de ça dans le Sud global, parce que c'est pas la première fois dont on en parle. Après tout, en Amérique latine, le bolivarisme et le monroïsme, qui donc le monroïsme qui descend, qui vient de la déclaration de James Monroe de 1823, l'Amérique pour les Américains. Alors à l'époque, c'était assez salué hein, par les pays latino-américains. 1823, on est en pleine déclaration, enfin en pleine fin des guerres d'indépendance de l'Amérique du Sud. Et voilà la menace d'un retour des Espagnols en particulier, mais aussi des Britanniques. Voilà, donc c'était un peu un geste de solidarité. L'Amérique est pour les Américains, la déclaration de James Monroe en 1823. Euh, L'Équateur, par exemple, mon pays, son indépendance en 1822.
en tant que Grande Colombie, puisqu'on était trois, hein, on était trois, on était un pays qui aujourd'hui est trois pays, le Venezuela, la Colombie et l'Équateur n'en faisaient qu'un entre 1822 et 1830. Finalement, l'Équateur est devenu indépendant en 1830. Donc, juste pour situer la chronologie, 1823, c'est en plein dans l'indépendance de mon pays, par exemple, et James Monroe déclare l'Amérique pour les Américains, très bien, ça a été très bien pris. Et puis finalement, cette Amérique pour les Américains est devenue Amérique latine pour les Américains du Nord. Ouais, voilà. Donc, et puis ça c'est devenu très clair à partir du Roosevelt Corollary de 1905. Et puis, dans la guerre froide, ça a été clair. Puis la crise des missiles de Cuba en 1962 l'a confirmé, etc. Et là, on est encore dans cette logique. Alors, c'est devenu une vraie insulte, la doctrine de Monroe pour les Latino-Américains. Et l'administration Obama, non, vous ne voulez plus en entendre parler, c'était un terme tabou, ils avaient quand même compris que c'était antidiplomatique. Puis avec l'administration Trump, on est revenu, ça y est, puis de façon explicite, hein, Monroe Doctrine, et évidemment, c'est plus les Soviétiques, c'est les Chinois qui ont fait des avancées importantes en Amérique latine les 20 dernières années. Donc voilà, donc ce sont vraiment, quand on parle de bolivarisme, alors il y a des expressions contemporaines au Venezuela, etc., mais le bolivarisme a des racines beaucoup plus profonde que le chavisme, je dirais. Quand on parle de bolivarisme en Amérique latine, on parle d'intégration latino-américaine, qui est une sorte de réponse face à ce monroïsme. En plus, c'est des images assez pratiques, parce que c'est des images contemporaines. Bolivar étant le libérateur de l'Amérique latine à la même époque que James Monroe fait sa déclaration. Donc il y a ce legs très important dans l'hémisphère occidental. Et puis en Afrique, il y a évidemment le panafricanisme, qui a aussi des racines profondes, avec cette idée quand même, bon, aujourd'hui qui nous paraîtrait peut-être saugrenue, mais de Kwame Nkrumah de créer un fédéralisme, enfin les États-Unis d'Afrique quand même, quand le premier pays d'Afrique est devenu indépendant, le Ghana en 1957, le premier pays d'Afrique noire, devenir indépendant. Et puis évidemment, ailleurs aussi, le panarabisme de Nasser ou des Baathistes, etc. Voilà. Donc il y a un retour vers ces idées qui sont les idées justement des années 60, des années 70, euh, vers ce régionalisme, cette unité pour essayer de contrer voilà, les divisions qui sont imposées des grandes puissances. Euh, Alors, en Amérique latine, je l'ai déjà dit, on a créé l'UNASUR, mais au-delà de la symbolique, il y a aussi un élément économique très important. C'est-à-dire que, et ça remonte aussi aux idées sépaliennes de Raoul Prebisch, etc. La grande idée de la première vague de tiers-mondisme, en Amérique latine notamment, c'était, on a appelé ISI, non? Import Substitution Industrialization, l'industrialisation au travers de la substitution dans les importations. Donc du protectionnisme, et on va, au travers du protectionnisme, protéger nos industries vulnérables et créer nos propres industries. Alors, j'ai eu des résultats mitigés, il y a quand même des industries qui ont été créées, puis il y a aussi eu des gros problèmes plus tard, mais un des gros problèmes, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de marché, il n'y avait pas de classe moyenne assez grande dans le sud global, en Amérique latine en particulier, pour absorber toute cette production industrielle nationale finalement, qui était plus pas très compétitive puisqu'elle venait de commencer, etc. Elle était protégée, elle était subventionnée. Et une des réponses à ce problème d'un marché trop petit pour la production industrielle locale était de créer un marché plus grand. Et ce marché plus grand se ferait avec du régionalisme. Le régionalisme, euh, de, notamment en Amérique du Sud. Euh, donc voilà, le régionalisme, c'est aussi créer une économie d'échelle qui permettent notamment de ne plus faire ce que l'Amérique latine et l'Afrique, maintenant, l'Afrique beaucoup en ce moment, mais l'Amérique latine historiquement ont fait, c'est-à-dire faire du commerce de matières premières qui vont de la périphérie vers la métropole et aucun commerce intrarégional. Le commerce intrarégional de l'Amérique latine, c'est 15% des échanges de l'Amérique latine. 85% des échanges de l'Amérique latine, c'est vers le nord. Si on compare avec l'Union européenne, je ne me souviens plus, mais c'est le commerce intrarégional de l'Union européenne, il me semble que 50-60%. Donc c'est ça le grand défi, c'est de créer du commerce intrarégional. Et depuis le début, l'infrastructure qui a été créée en Amérique latine, et on le voit malheureusement souvent en Afrique, mais à partir du 19e siècle, les grands chemins de fer, les grands ports, c'est vraiment pour aller de la mine au port.
C'est pas pour intégrer même les villes internes des pays, hein. Les chemins de fer n'ont pas été créés pour intégrer Rio à Sao Paulo, non, ou je sais pas moi, euh, dans notre cas, Quito-Guayaquil, ça a été vraiment des chemins de fer qui allaient de la plantation ou de la mine au port. Et toute la logique hein, de l'infrastructure s'est basée là-dessus. Donc la grande réponse notamment de ce moment de vague rose en Amérique du Sud, en Amérique latine, en termes d'infrastructure. Il y a eu beaucoup d'investissements en infrastructure. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'un moment néo-développementaliste, avec de l'investissement chinois, etc. Enfin, tout ça, c'était quand même avec le but de créer une région plus intégrée en termes de production, en termes d'économie, pour qu'il puisse y avoir vraiment un marché régional. Avec l'idée de s'éloigner un peu de cette dépendance des matières premières, d'avoir de la diversification économique et de pouvoir ne plus seulement être des compétiteurs entre un producteur de bananes d'un côté de la frontière, un autre producteur de bananes de l'autre côté de la frontière, qui sont en compétition permanente pour recevoir la bénédiction des grandes puissances. Et ça a créé des incentives, oui, de l'incitation néfaste vers le bas en matière fiscale, moins d'impôts, venez chez moi, en matière de travail, je vais payer moins mes travailleurs, venez chez moi, etc., etc. Donc vraiment, créer des zones de gouvernance au niveau régional. Alors, il y a eu des succès, il y a eu des succès importants. Je connais bien les exemples de l'Amérique latine, mais enfin, c'est pas surprenant aussi que quand il y a eu le grand retour, un grand virage à droite à partir de 2015-2016 en Amérique latine, je dirais même un virage vers l'extrême droite, connaissez l'histoire avec Bolsonaro, avec d'autres, etc., accompagné par Trump aux États-Unis, Trump 2017-2021, donc à peu près à la même époque. On sait que l'administration Trump a énormément œuvré pour détruire les institutions qui ont été créées pendant la vague rose, notamment l'UNASUR. Ben, finalement, oui, ces institutions ont été défaites. Alors, elles existent encore sur le papier, mais de fait, elles ne sont plus opérationnelles. L'UNASUR n'est plus opérationnel aujourd'hui. Donc, il y a des efforts, notamment en ce moment, vous verrez, si vous suivez l'Amérique latine, de la part de l'administration Lula en particulier, de Petro et d'autres, d'essayer de relancer ces instances régionales pour faire de l'action collective qui puisse permettre de changer la gouvernance. Voilà. Voilà. Donc, j'en viens à mon troisième pan d'action collective, qui est, donc on a fait le multilatéralisme, le régionalisme. Regardons maintenant un peu cette idée de créer des coalitions de pays autour d'intérêts beaucoup plus spécifiques. Alors là aussi, il y a eu de grandes annonces récemment, notamment en matière de création d'associations de producteurs et d'exportateurs, des cartels en fait d'exportateurs. Ça fait des années qu'on parle d'un cartel d'exportateurs du cacao. Ça fait des années qu'on parle d'un cartel d'exportateurs du café. Il vient d'avoir là au Honduras une réunion de tous les ministres de l'Amérique latine, des pays exportateurs de café, mais enfin ça aurait dû être les pays d'Amérique du Sud global, pas seulement de l'Amérique latine, pour créer ce cartel. Mais enfin bon, ça fait des décennies et ça ne se matérialise pas. On parle beaucoup en ce moment d'un cartel du lithium. Il y a quand même des négociations qui sont en cours entre le Chili, la Bolivie, le Mexique, l'Argentine. Là, l'Argentine s'est retirée, évidemment, puisqu'il y a un grand virage à droite avec Javier Milei qui a été élu en Argentine disons, sur une plateforme libertaire de droite radicale, donc il ne veut pas entendre parler de cartel, évidemment, et d'action collective. Mais bon, ça met du temps, tout ça. Et en attendant, nous devons constater que finalement, le Nord global perd pas de temps, puisque le Nord global n'utilise pas ces termes, mais le Nord global se cartélise. Donc, on vient d'avoir une grande réunion l'année dernière menée par Blinken, le secrétaire d'État américain, sur la création d'associations d'acheteurs de biens précieux, de matériaux précieux, de métaux précieux, pardon. Oh là là, mon français, c'est terrible. Pour avoir accès aux ressources naturelles dont les pays du Nord ont besoin pour faire la transition énergétique. Et donc cette transition énergétique, qui est évidemment nécessaire hein, et absolument vitale pour toute l'humanité, elle pourrait aussi se transformer en une nouvelle forme de néocolonialisme. Et on voit que les pays du Nord sont très organisés, alors que les pays du Sud sont totalement divisés. Donc absolument pas, de mon point de vue, qu'on se retrouve dans une situation où
les producteurs sont fragmentés et sont en compétition entre eux, alors que les acheteurs sont unis. Minimum, faudrait quand même le contraire. Donc, je suis assez bon, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de l'intellect. Hein, j'encourage tout ça, mais je suis assez pessimiste face à la lenteur de ces avancées en termes de cartélisation de certains secteurs. Mais je pense que la logique de la cartélisation, elle va au-delà des matières premières, elle va au-delà des biens matériels. Je pense que, il y a vraiment une logique d'action collective et d'association, de cartélisation qui pourrait. D'ailleurs, on parle en ce moment, par exemple, de créer une sorte de cartel des pays les plus endettés. Alors, ça choque un peu de parler de ça, mais après tout, il existe, ben, je reviens même, il existe les cartels des, des pays créanciers. C'est quoi le club de Paris? C'est ça. Donc, alors, on appelle ça pas ça comme ça, mais finalement, les créanciers sont beaucoup mieux organisés que les pays endettés. Et vous pouvez imaginer si les pays qui sont très endettés s'organisaient, je sais pas moi, pour négocier de façon collective une renégociation collective de la dette, ou même pour menacer, par exemple, j'invente, mais menacer un default simultané, ça créerait une crise terrible dans le système financier occidental à Wall Street. Bah, c'est exact, enfin moi je crois vraiment que c'est exactement ce genre de mesure de force dont il faut, qu'il faut, qu'il faut- dont il faut se munir pour pouvoir négocier ce qui est une crise de la dette sans précédent quand même là en ce moment. Par l'année 2025 va être extrêmement euh, grave en termes de dette. Nous arrivons à des niveaux de dette là qui sont complètement insoutenables et on arrive à des niveaux de dette, oui, enfin, c'est incroyable qu'on parle encore d'ODD, d'objectifs de développement durable, ou qu'on parle de transition énergétique dans le sud global, quand les niveaux de dette actuels font qu'on n'a même plus la liquidité pour couvrir les besoins les plus élémentaires de l'État, du système de santé, enfin des institutions les plus élémentaires de l'État. On est loin de la planification pour la transition énergétique. Alors, avec ces taux de dette, c'est simplement pas viable. Donc, à mon avis, il faut une organisation. Alors, évidemment, c'est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Hein, je fais des propositions radicales, un peu provocatrices, mais c'est tout à fait compréhensible que les pays aient peur de s'organiser autour de la dette, parce qu'évidemment, le moment où il y a la première réunion des pays les plus endettés, leur, note dans les... pas du tout le vocabulaire en français. Dans les orientations, ouais, vont être à la baisse, ils auront plus accès aux capitaux internationaux. Voilà, c'est sûr que les risques sont énormes. Mais en même temps, une organisation collective permet un bras de fer qui serait quand même dans leur intérêt. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a un club de Paris et voilà pourquoi il n'y a pas de, je sais pas moi, de club de Ouagadougou ou de Colombo en ce qui concerne les pays endettés. Je voudrais quand même finir sur deux choses qui me paraissent importantes de signaler. Je vais vérifier. Ah oui, je vais vraiment terminer. Ouais, très, très, très brièvement. Euh, Deux choses importantes que les pays du Sud global devraient matérialise enfin, deux opportunités importantes pour les pays du Sud global que les pays du Sud global devraient absolument saisir et qui ne le font pas, à mon avis, suffisamment. Premier, c'est le fameux ISDS, RDIE, je crois en français, c'est-à-dire les mécanismes de résolution de différents entre investisseurs États. Vous, les avocats, vous connaissez ça. Il y a de plus en plus, alors ça a été le grand mécanisme des années 90 et des débuts des années 2000. C'est vraiment le grand mécanisme du néolibéralisme. Hein. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans la première vague de tiers-mondisme des années 60-70 et qui existe aujourd'hui. Ces cours d'arbitrage, qui sont quand même des cours d'arbitrage avec des soi-disant juges qui ne sont pas des juges, qui sont souvent des avocats à la retraite qui ont travaillé pour les grandes multinationales, qui ne sont pas fondés sur le droit, mais sur des contrats, en fait. Et c'est des cours d'arbitrage où voilà, n'importe quel investisseur peut poursuivre, demander en arbitrage un État pour avoir changé les règles du jeu
Dans certains cas, c'est même augmenter le salaire minimum ou changer la réglementation environnementale. C'est vraiment des choses absolument scandaleuses. Et statistiquement, hein, il y a beaucoup d'études, on a les chiffres, 65% de ces arbitrages sont favorables aux grandes entreprises, 35%, je peux même pas dire sont favorables aux États, 35% sont des cas où les États ne perdent pas, ou parce qu'il y a des non-lieux, ou parce que finalement, parce qu'en fait, les États ne peuvent pas poursuivre les entreprises multinationales. C'est seulement les entreprises multinationales qui peuvent poursuivre les États. Et c'est souvent des milliards et des milliards voilà, en arbitrage qui sont tombent comme ça, des épées de Damoclès qui tombent sur les pays du Sud. Alors à l'origine, c'était pour éviter les grandes expropriations, les nationalisations, l'étatisme, etc. Mais enfin maintenant, c'est devenu, bon, déjà on pourrait discuter de ça, mais c'est plus du tout ça maintenant. C'est devenu quelque chose qui est vraiment pour intimider les États qui ne fassent pas de politique publique, qu'il n'y ait pas même de fiscalité sur les windfall profits, les choses comme ça. C'est devenu absolument abusif. Alors, c'est devenu tellement abusif qu'il y a une opportunité. Et cette opportunité, c'est qu'en fait, même dans le Nord global, il y a un changement notoire depuis une dizaine d'années. Alors, il y avait quand même les pays du Sud qui avaient commencé. L'Inde était sortie de tous ces traités bilatéraux d'investissement, puisque ces mécanismes d'arbitrage, on les trouve dans les traités bilatéraux d'investissement, et dans les traités de libre-échange, il y a souvent des clauses d'arbitrage. L'Inde et l'Afrique du Sud était le premier, sont sortis de tous leurs mécanismes de RDIE, d'arbitrage, d'investissement. L'Indonésie aussi, plus récemment. Le Brésil ne les a jamais signés intelligemment. Et puis nous, maintenant, en Amérique latine, plusieurs. L'Équateur a été vraiment, je pense, le précurseur. J'ai moi-même l'honneur d'avoir signé la sortie de 16 traités bilatéraux d'investissement. Je vous remercie d'avoir invité ici, parce qu'on a signé la sortie du traité bilatéral d'investissement avec le Canada, ce qui crée des relations parfois tendues avec les pays. Donc voilà, on m'invite pas souvent, donc je rigole. Mais ça a été difficile. Oui. Ça a été, le lobby a été compliqué. Mais c'est possible de le faire. Et on voit, je disais dans le Nord, une sorte de retour en arrière. En Europe, c'est le traité sur la charte de l'énergie, l'Energy Charter Treaty, le CT, qui est ce grand traité qui a été signé à la fin du communisme, quand on a privatisé, disons, les ressources pétrolières de l'Union soviétique principalement et de l'Europe de l'Est, pour qu'il n'y ait pas de renationalisation. On a signé ici, et voilà, c'est devenu le traité qui protège un peu les investissements, surtout pétroliers. Et ben, les Européens sont tous sortis, presque tous, enfin tous les pays importants sont sortis de l'Energy Charter Treaty. Les Britanniques viennent de le faire il y a 2 mois. Pour que les Britanniques le fassent. Voilà. Et pourquoi le font-ils? Ben, parce que l'argument, c'est que ces mécanismes d'arbitrage ne permettent pas la transition écologique et énergétique, puisque chaque fois qu'ils introduisent des nouvelles normes environnementales ou des nouveaux impôts sur la production d'énergie fossile, ou qu'on ferme une mine de charbon, finalement, si on ferme de mines de charbon et on le fait avec de la politique publique, bah, ça touche aux investissements et tout de suite, on peut se retrouver dans un arbitrage. Donc, les pays européens le font. Alors, c'est incroyable de voir qu'il y a encore des pays africains qui font la queue pour rentrer dans le Energy Charter Treaty. Ça me paraît invraisemblable. C'est d'ailleurs un des sujets dont je parlais à Addis Abeba la semaine dernière. C'est quand même terrible. Donc, il y a vraiment une peur de si je fais pas ça, j'aurai pas d'investissement. Le chantage de l'investissement, il ira chez mon voisin parce que mon voisin n'a pas dénoncé l'arbitrage. Moi, oui, si je le fais, etc. Donc, on est vraiment là dans le cas de figure typique de nivellement par le bas. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est un des sujets. Euh, et un autre sujet, le dernier, c'est le sujet des droits de tirage spéciaux, qui redevient à la mode, les SDRs. Il est aussi, à mon avis, surprenant que le Sud global n'élève pas plus sa voix en faveur de l'émission de droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. Alors, c'est un sujet un peu technique, je ne sais pas si vous connaissez tous les DTS, les droits de tirage spéciaux. Les DTS sont un panier de devises réévalué tous les 5 ans. C'est un instrument monétaire international de comptabilité créé par le FMI en 69, donc ils ont une certaine année. C'était pour compléter les réserves en or. Hein. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais voilà, c'est une monnaie comptable que le Fonds monétaire international peut transférer à ses pays membres.
Et c'est ce qui s'est passé en 2009, pour la première fois dans l'histoire, quand il y a eu la grande crise de 2008-2009, pour qu'il n'y ait pas de récession trop longue et que les pays aient de la liquidité et que donc il puisse y avoir du dynamisme économique du commerce. Si on a de la liquidité, on va continuer à importer, hein. Donc un peu pour sauver aussi les économies du Nord, parce que le FMI quand même contrôlé, enfin, le Trésor américain a un veto au FMI, il faut pas oublier, a émis les premiers DTS. Donc il a envoyé des DTS aux banques centrales des pays du monde. Voilà. Et c'est en 2021 qu'on voit la première utilisation massive de DTS dans le contexte de la pandémie. Pour la même raison, pour éviter, pour stimuler l'économie, pour créer une sorte d'effet contre-cyclique. 650 milliards de dollars, quand même, c'est important, qui ont été transférés aux différentes banques centrales de tous les pays membres du FMI. Alors on se rend compte, alors là il y a toute une discussion monétaire, mais on se rend compte que l'argent, ben, il existe en fait. Voilà. C'est des formulaires Excel, hein, c'est de la comptabilité, c'est de l'argent numérique qui a été transféré aux banques centrales. Cet argent a été très utilisé par les pays du Sud, qui s'en sont servis pendant la pandémie pour la santé publique, qui s'en sont aussi servis pour repayer leurs dettes, qui sont servis de toutes sortes de manières. Et d'ailleurs, nous avons vu il n'y a pas si longtemps le Premier ministre des Barbades, Mia Mottley, qui a lancé l'initiative de Bridgetown, qui a dit, puisqu'on peut faire ça pour la pandémie, 650 milliards comme ça, on peut peut-être faire ça pour la transition énergétique. On peut peut-être faire ça pour le développement. Après tout, quelle est la barrière? L'inflation. C'est toujours le sujet monétaire, c'est l'inflation. La transition énergétique, si on crée des institutions qui permettent que cet argent soit uniquement utilisé pour voilà, les défis du changement climatique, etc., ça ne va pas créer de l'inflation. Au contraire, probablement, ça aura l'effet contraire. Et elle a proposé 500 milliards par an. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Alors, il y a des pays du Sud global qui ont compris. C'est des sujets très techniques, donc c'est pas toujours un président qui va comprendre ça. Il faut vraiment qu'il soit convaincu par son ministre des Finances et qu'il y ait toute la technocratie financière comprenne bien le sujet pour élever ça à un niveau plus politique, que les médias comprennent aussi d'agir. C'est quand même pas simple. Mais il y a quand même certains pays qui ont compris et qui aujourd'hui font leur drapeau leur politique étrangère. Malheureusement, pas assez. Et finalement, si le Trésor américain boycotte, il faut 85% des voix pour qu'il y ait une décision prise au Fonds monétaire international. Les États-Unis en ont 17%. Donc voilà, ils ont un veto, il faut absolument le vote des États-Unis. Voilà, j'ai parlé trop longuement. Je conclue en disant trois choses. Malgré ces nombreuses faiblesses, l'esprit du Sud subsiste. Donc moi, je crois en l'existence d'un Sud global. J'ai argumenté ce soir qu'il y a vraiment un legs historique, il y a un héritage, il y a une identité. Moi, je viens du Sud global, j'ai été euh, fonctionnaire, haut fonctionnaire, ministre des Affaires étrangères d'un pays du Sud global, et quand on parle avec d'autres pays du Sud global, il y a un langage du Sud global, une compréhension du Sud global. Donc ça existe, contrairement à ce que parfois on dit, c'est juste un outil pour bargaining tool, pour avoir pour négocier avec les pays du Nord. Voilà, ça existe. Son aspiration à l'unité tricontinentale face à la persistance des structures néocoloniales reste un vecteur de transformation qui réapparaît là où on l'attend le moins, surgissant lorsque tout espoir semblait perdu. Donc je pense quand même qu'il y a il y a des instances où on voit, waouh, le Sud global a fait quelque chose. Et il y a des moments d'activisme, d'internationalisme, d'action collective. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités perdues et beaucoup de free riding. Alors, ça, je ne sais pas vraiment comment le traduire en français, mais voilà, des pays qui font cavalier seul, quoi, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a trois raisons pour ça. Il y a une raison principale qui est le facteur idéologique. Je pense que l'idéologie du néolibéralisme, c'est que c'est un peu un gros mot, c'est chargé, le néolibéralisme, ça, c'est très, voilà, c'est un terme un peu à gauche, mais je pense que c'est vraiment une période de notre histoire qu'il faut identifier. Et c'est pas seulement doctrine économique, c'est aussi une idéologie. Et je pense que cette idéologie est opposée fondamentalement à l'action collective. Et je pense que cette idéologie, elle reste triomphale, et elle reste triomphale dans le Sud global. Donc faire cavalier seul, eh ben, c'est salué comme une marque de pragmatisme et d'habileté. Et les médias le saluent, quoi. Voilà. On n'a pas été avec les pays du Sud faire de la rhétorique, ça c'est de l'idéologie. On a été pragmatique, on a été voir les chefs à Washington.
Ça, vraiment, dans le discours, dans les médias du Sud global, c'est très, très présent. Et à l'inverse, évidemment, les négociations collectives sont considérées comme idéologiques. Et encore, le rôle des médias, hein, les gardiens idéologiques de nos sociétés. Voilà. Le deuxième facteur, on peut en parler si vous voulez, mais très brièvement, le nationalisme dans le Sud global a changé aussi ces dernières années. Il y a un vrai nationalisme d'extrême droite dans le Sud global. Donc, c'est plus du tout un projet internationaliste de type tiers-mondiste comme on a vu dans le passé. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, c'est pas vrai pour Lula, c'est pas vrai pour d'autres, mais enfin, quand même, il y a euh, de l'Inde aux Philippines, en passant par la Turquie et le Brésil il n'y a pas si longtemps et d'autres pays, il y a un projet nationaliste qui d'ailleurs joue souvent avec des revendications du Sud global, mais qui en fait finalement quand même un projet nationaliste fondamentalement domestique, souvent territorial, irrédentiste, ethnique. Et ça, c'est pas un vrai projet internationaliste basé sur le rejet du néolibéralisme. Au contraire, c'est souvent des projets très néolibéraux et des projets néolibéraux autoritaires en plus. Donc ça, c'est un problème, parce que ça, c'est vrai que ce problème-là, il y avait d'autres problèmes, des problèmes d'autoritarisme, de dictature, de crypto-stalinisme, de ce que vous voulez dans les années 70, et notamment dans le Sud global, mais c'était pas des projets d'extrême droite. Et ça, c'est une connotation idéologique différente. Et finalement, mon dernier point, et je suis désolé que je sois parlé autant, je pense que les élites du Sud global sont encore des élites compradors, fondamentalement. La bourgeoisie comprador, c'est-à-dire des élites périphériques, en particulier en Afrique, en Amérique latine, qui quand même continuent à ralentir le développement national en privilégiant un modèle d'exportation de produits de base qui leur convient très bien, dans des structures très inégales qui leur convient très bien, hein, l'État-plantation, hein, très très inégal, sans classe moyenne. Et il y a beaucoup d'élites, en Amérique latine notamment, qui préfèrent l'inégalité à la prospérité. C'est-à-dire, elles préfèrent vivre dans un pays pauvre et précaire, mais être dans une position relative de pouvoir face aux autres, face au reste de la société, que d'être peut-être plus prospère, mais dans un contexte plus égalitaire. Ça, c'est très, très important culturellement dans des sociétés qui sont encore un peu prémodernes, après tout, et souvent, quand on dépend justement de matières premières, ce sont des structures économiques, productives, sociales qui sont assez prémodernes comme ça. Donc, c'est pourquoi l'engagement du Sud pour une politique internationale plus éclairée, plus illustrée, dépendra de l'issue non seulement des relations internationales, mais des nombreux combats qui doivent être livrés à l'échelle nationale dans les différents pays. Voilà, je vous remercie.